Salut à tous et bienvenue sur Welcome to France. On continue aujourd'hui notre mini-série sur l'analyse des clichés sur la France et les Français. So today we're going to disclose everything that's wrong with the French. Le comportement. The stereotype of French rudeness exists in Paris because Paris is one of the most visited cities in the world, and hordes of tourists coming to the city not speaking any French or knowing anything about French culture can get pretty annoying after a while. Assuming that the French speak the language that you are speaking to them in can often lead to a negative response called se fermer comme un huître, which translates to closing up like an oyster if they're not approached the right way. Alors je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire que les Français sont plus impolis ou plus froids que les autres nationalités. Ce qui est certain, c'est que le mot français a donné notamment le mot franc, et être franc, c'est être direct. Les Français ont tendance à ne pas passer par quatre chemins pour répondre, et c'est vrai que cela peut sembler rude de prime abord, mais ça ne l'est pas forcément. Concrètement, l'attitude, les expressions du visage, le ton employé, elle est tout à fait similaire à d'autres civilisations et on peut tout à fait détecter tout ça. Contrary to popular belief, the French see situations where they are the differing opinion, or they take these situations to mean that they are right. For example, Asterix and Obelix, which is a Belgian bande dessinée, so comic strip or comic series, where these two characters were the last sort of Gaul village to stand against the Roman invasion. Aussi, il est communément perçu que les Français ne savent pas s'adapter dans le pays étranger qu'ils visitent. Ils ne font pas d'efforts pour essayer de baragouiner quelques mots usuels locaux, par exemple. Ils ne s'adaptent pas aux coutumes locales, sont particulièrement odieux dans les lieux publics. Alors ces comportements, bien que déplorables, existent bel et bien, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus représentatif du touriste français. Mais c'est plutôt représentatif d'une catégorie de touristes tout court, qu'importe leur nationalité. So the French see, I guess, criticism as positive, meaning that they really took the time to reflect on an issue and give sort of a thoughtful response. And it's generally seen as being constructive rather than negative. And so because of this, the French often engage in really passionate debates. Because of the history of France, the French relationship to the state is where the state is there to serve the people. The belief is that through complaining, you can get to be heard by the state, and this will lead to change. So it's a form of agency. The famous Kennedy quote, which says, "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." In France, it's the other way around. So in France, if the French encounter a problem, the first thing they do is to complain about it instead of trying to fix it themselves. They complain about it so that somebody, the government, can do something about it. Alors, le chauvinisme, c'est un patriotisme ou un nationalisme excessif, dénigrant systématiquement tout ce qui est étranger au profit d'une admiration inconditionnelle pour ce qui est national. Alors bon, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas certaine que c'est exactement à ça que pensent les Français quand ils disent de même qu'ils sont chauvins. Alors bon, ok, d'accord, je veux bien. L'emblème de la France est un coq et on dit souvent que c'est le seul animal sur Terre à continuer de chanter en ayant les deux pieds dans la merde. Bon, d'accord. Bon, les Français ils sont fiers de tout un tas de choses, etc., etc. Mais quand même, faut pas non plus exagérer. Comme on a pu le voir déjà juste avant, le Français critique tout et d'abord son pays. D'ailleurs, les Français ont un rapport très particulier avec leur drapeau, qui est pourtant l'emblème du pays. Je dirais même que c'est un sentiment un petit peu pudique, un petit peu je t'aime moi non plus. Si les Français sont comme ça vis-à-vis du drapeau, c'est parce qu'il a souvent été monopolisé par le parti nationaliste, le Front National en France, qui malgré tout ce que l'on peut voir dans les médias, n'est pas du tout représentatif de la France et n'est pas autant apprécié des Français. C'est d'ailleurs largement rejeté.
Alors ce cliché a une double origine historique. D'une part, lorsque le maréchal Pétain a annoncé la collaboration de la France avec l'Allemagne nazie dans les années 40. L'autre est plus récent puisqu'il date de 2003 et du refus du président Jacques Chirac d'envahir l'Irak aux côtés des Américains pour mettre fin à la menace des armes de destruction massive que Saddam Hussein, comme tout le monde savait très bien, cachait sous son lit. Alors en fait, pour information, la France est un pays avec une histoire documentée de plus de 2500 ans. Et durant cette période, la France a beaucoup aimé faire la guerre. Contre à peu près d'ailleurs tout et n'importe quoi. Il y a eu des guerres contre des envahisseurs barbares, des guerres contre nos voisins, des guerres coloniales, des guerres civiles et même des guerres pour le maintien de la paix. Si on prend en point de départ la documentation romaine, on a en tout à peu près 104 guerres et campagnes qui se sont jouées en 1094 batailles sur une période qui s'étend de moins 50 à 2015. Et les durées varient de quelques semaines à plusieurs décennies. En gros, jusqu'à ces dernières années, la France a été occupée à se battre sans arrêt. Et comme tout ça est bien documenté, on sait qui a gagné, qui a perdu, s'il y a eu des ex-aequo quelque part, etc. Et bref, si on fait le compte, on n'a pas vraiment l'impression que les Français ont passé leur temps à jeter leurs armes dès qu'ils voyaient l'ennemi arriver. So yes, Marshal Pétain preferred, on behalf of France, to serve the enemy instead of fighting it, which dragged the country's name through the mud. And yes, France would not take part in the invasion of Iraq. But these are two completely different things and two different contexts. After all, during World War II, there was the French resistance that was formed, and thanks to its partnership with the Allied countries, France was able to regain its freedom. So in short, saying that France always surrenders, as a matter of fact, is crap. Another important thing is this. Le Monument aux Morts. In France, there are about 36,000 small towns and villages, and in each and every one of them, you will find one of these monuments. And it's a tribute to all the men and women who lost their lives during the wars that France was a part of. And even in the smallest, teeniest, tiniest village, there's still quite a few names that are engraved on this stone. So for many of like the grandparent generation in France, war is not like a distant, exotic notion. It's something that they survived, and you know, they know firsthand that there's more guts to be found than glory. It's not something that they think of where like young men went to glory in the war. So remembering all that and knowing all that and seeing how long it took to rebuild a country after that, yeah, the French are not going to jump headlong into battle. The French smoke a lot. That is true. In 2013, France was ranked 60th in the world, according to a relation of number of cigarettes smoked per adult. But it's situated far behind Japan, which is 12th, and Switzerland, which is 23rd, or even the US, which is 39th. What is certain, though, is that the French do smoke too much. About a third of the French people smoke, at least occasionally, from between the ages of 12 and 75 years, representing 15 million people who smoke, an average of 15 cigarettes a day. Alors pour information, le tabac est vendu exclusivement dans des boutiques spéciales autorisées par l'État, que l'on appelle des bureaux de tabac. N'essayez pas de voir si vous pouvez acheter des cigarettes dans les grandes surfaces ou dans les supermarchés, c'est interdit, vous n'en trouverez pas. C'est un petit peu comme ce qu'on vous a expliqué par rapport aux médicaments et les pharmacies dans l'épisode ici. Bref, si vous êtes dans la rue et que vous cherchez un tabac, n'hésitez pas à regarder en l'air et dès que vous spottez un espèce de losange rouge-orangé, c'est ici que vous trouverez des cigarettes. Et pour information, le monsieur qui tient le bureau de tabac s'appelle un buraliste. Premièrement, concernant les grèves, les manifestations, les vacances, les RTT, etc., il y a un rapport plus ou moins entre tous ces concepts. Ça s'appelle le Front populaire et ça date de 1936. Évidemment, le mot grève est bien plus ancien que ça puisqu'il remonte aux années 1800, mais on pense que c'est quand même plus simple de partir
de l'année 1936 qui est très importante. Importante parce que cette année-là, dans un contexte de crise économique et de montée du fascisme en Europe, tous les partis de gauche en France se sont alliés pour mener une profonde modification des droits des travailleurs. Il en a résulté notamment qu'à partir de cette date-là, la semaine de travail sera limitée à 40 heures et il y aura également 15 jours de congé payés par an. En France, il y a la notion d'acquis social. L'acquis social, c'est l'inscription dans la loi de droits quasiment irréversibles qui protègent et améliorent la vie des citoyens. Par exemple, le droit de vote est un acquis social et les lois passées sous le Front populaire en sont également. Les lois ont depuis été modifiées, mais uniquement pour en augmenter les effets. À l'heure actuelle, la semaine travaillée est limitée à 35 heures et il y a 5 semaines de congés payés annuels. France is world famous for its strikes and protests. And it's true that there are many. It is even a French cultural specificity. But why on earth is that so? So in most countries, if there is some kind of social conflict, the different parties start by negotiating, and then only if they fail to come to an agreement is when strikes break out. But in France, it's the other way around. The dissatisfied party will start by striking to demonstrate their strength and resolve. And then when they come to the negotiation table, they come with an advantage. You've seen what we can do, so we want change. And I also just need to point out that during these strikes that foreigners complain about, the French people aren't really happy about this either. It's a huge inconvenience to everyone. You can't get to work on time, you can't travel, you just can't do the things you're used to doing. And the French aren't happy about it either. So yes, I understand that the French system puzzles many foreigners like myself. Still, France remains the 6th world economy. Why, you might ask? Well, that's because, despite the fact that the French work less, they really are productive when they're working. The French take a different approach to making friends. They don't make fast friends. Rather, they take their time when getting to know somebody, being careful not to encroach in someone's space. However, the flip side of that is that when French people meet somebody, they faire la bise, which for many outsiders is really coming into your space. Et donc la France est peuplée d'êtres humains et les êtres humains apprécient le sexe, qu'il soit récréatif ou procréatif. L'idée que certains peuples, certaines ethnies, certaines nationalités seraient sexuellement plus actifs que d'autres est un mythe, tout simplement. En revanche, certaines cultures sont plus libérales que d'autres en matière de mœurs et la France a une très longue tradition de tolérance un peu paradoxale concernant le sexe. Paradoxale parce que le sexe est largement accepté comme un fait alors qu'il est publiquement décrié. We have to contextualize. The French culture is not known, for example, for its mechanical engineering or its organizational capacity. No, it is based on the exaltation of the senses. So music, wine, fashion, gastronomy, and what is more sensual than sex? From Apollinaire to Zola, in French literature, not a single book fails to address all these issues. Today, France is indeed one of the most liberal countries in the world in terms of manners. So, yes, there are girls who are easy and there are girls who are not easy. And the same goes for men. There are men who are womanizers and there are men who are gallant and poetic and loyal. The French are perfectionists. Okay, so it's been really long, but we're here, finally, at a positive cliche. French ways of thinking and communicating are far more evident in the mathematically perfect gardens, in city planning, in cuisine, etc. French perfectionism is where innovation and attention to detail converge. French people tend to be perfectionists, and the downside of that is that if they can't do something 100%, they're not likely to do it at all. And this can be perceived as arrogance. Alors la French Touch, c'est en fait ce qui caractérisait initialement la musique française qui a su s'exporter à l'international. Donc c'est une notion qui se rapproche plus ou moins de ce qu'on entend par perfection, car le consensus général est que, et là je vais coter un truc qui est traduit de l'anglais, donc ça va paraître absurde pour nous,
Mais l'identification de la French Touch est pareille à repérer un dragon de mer volé dans le vent. Elle est donc finalement assez facile à identifier mais très compliquée à reproduire. La French Touch s'incarne aujourd'hui dans tout un tas de domaines, que ce soit les nouvelles technologies, la cuisine, les arts, la mode, les startups, etc., etc. Et voilà, that is our third installment of the Mythbusting, and it's finally over. If you managed to stay with us up until now, congratulations! Bref, si vous avez des commentaires ou des questions, mettez-les en bas de cette vidéo ou alors sur Facebook ou Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager nos vidéos, tout ça. En tout cas, à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Stay tuned, Et d'ici là, portez-vous bien!